Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule pour répondre à M. André Mézin qui me parle pourquoi je parle de l'intrication quantique avec une distance de 300 000 km. Ça fait plusieurs fois que ça m'est signalé. Et là, j'ai eu encore quelques objections à cet effet. Monsieur Mézin ne s'oppose pas à ça, mais il voudrait que je lui donne plus d'explications. Et j'ai eu une objection, disons assez sérieuse, au sujet de ce 300 000, de 300 000 km. Lui, il me parlait de la journée. Comme on le sait, notre journée à 86 400 secondes. Et comme ça, la journée est divisée en 86 400 parties pour faire la seconde sur ma montre. Et il me disait, si je divise par 80 000 ou 90 000 la journée, la seconde va être, quand je divise par 80 000, la seconde va être plus longue. Et si je divise par 90 000, la seconde sur ma montre va être plus courte. C'est comme si trois individus avaient chacun leur montre avec des secondes qui n'étaient pas tout à fait la même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous laissez notre montre telle qu'elle, si vous ne changez pas la longueur du mètre ou du kilomètre, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est illogique là-dedans, parce que si moi j'ai ma montre, disons, la montre qu'on a aujourd'hui, tout le monde a, si je vois un accident et je dis c'est arrivé juste avant le pont, celui qui a la montre dans la seconde est plus longue, là, lui il va dire ça se peut pas que ça soit arrivé là, parce que moi je n'étais pas encore rendu au pont. Et l'autre, que sa montre va plus vite, il dit, moi, j'ai passé le pont, je n'ai pas vu l'accident, elle n'était pas là. À ce moment-là, pour être dans le même référentiel, il faut ramener la longueur du mètre en fonction du temps que ma montre va montrer. Si je divise ma montre par 90 000 secondes, pour avoir toujours le même chiffre, la longueur de la lumière, il faut que le mètre soit plus court. Et si je divise par 80 000 parties ma journée, à ce moment-là, la seconde va être plus longue. Donc, il faut que le mètre soit plus long pour toujours avoir le même résultat, que ce soit 300 000 ou 325 000, mais pour avoir le chiffre toujours pareil. À ce moment-là, moi, je vois ça comme ça. Et il faut toujours se ramener, se comparer sur le même référentiel quand nous parlons de quelque chose. C'est comme quand je faisais l'analogie avec les satellites. En vertu de la relativité restreinte, la montre va retarder. En vertu de la gravitation, vu que le satellite est en l'air, le V est moins fort, donc elle va aller plus vite. Il faut faire la correction des deux pour avoir la position exacte du GPS sur la Terre. Sans quoi, ça ne peut pas fonctionner. Et je reviens encore là-dessus. Suivant l'école de Copenhague, Niels Bohr nous disait que l'intrication peut aller jusqu'à une demi-univers. C'est loin, ça. Et moi, je rajouterais, si elle peut se rendre à un demi-univers, pourquoi ne pourrait-elle faire le tour tant qu'elle est partie? À ce moment-là, quand elle reviendra à leur point de départ, il se touchera à nouveau et l'intrication disparaîtrait. Mais pour moi, ça, c'est comme si c'était un non-sens, parce que nous vivrions dans un univers intriqué. Les particules se sont rencontrées, seraient intriquées indéfiniment. Et quand je parle de l'intrication quantique, ça, c'est la façon dont je vois ça. Quand deux électrons se rencontrent, ils vont émettre une onde électromagnétique dont la fréquence est la constante de Planck. 1 H.
tout comme la superposition de l'état dans le noyau de l'atome, la superposition d'état, dans le noyau de l'atome, là où il circule, c'est quand c'est 1 H la fréquence, quand il change de position. Et si vous basez là-dessus, à ce moment-là, la fréquence quantique nous dit que le plus petit paquet d'énergie est H, soit la constante de Planck. Ça, c'est sûr que c'est de l'énergie discontinue. La physique quantique, ça marche avec l'énergie discontinue, mais la constante de Planck, c'est très, très petit. C'est tellement infime que, en tout cas, mais c'est une quantité d'énergie tout de même. Et quand Planck a trouvé ça, moi, j'ai vu ça dans ce livre-là, là, vous ne pouvez pas aller ici, là. Ça, c'est écrit par un professeur français, là. Il a appelé ça Eiffel. Parce que Planck, c'était un gars de la thermodynamique, et il ne pouvait pas imaginer que l'énergie se distribuait comme ça par paquet. C'est pour ça qu'il a appelé ça Eiffel. En allemand, ça veut dire « au secours ». Et l'énergie se manifeste dans la physique quantique suivant la formule E égale HF, la constante de Planck multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique. Plus la fréquence est courte, plus l'amplitude de l'onde électromagnétique va être grande, et plus la fréquence est courte, plus l'onde électromagnétique, l'amplitude va être petite. Et si vous prenez la fréquence d'un H, c'est comme si vous aviez une droite. C'est comme si c'était une ligne droite, parce que c'est tellement petit, la constante de Planck, là, que c'est 6,26 multiplié par 10 exposé à moins 34 joules par seconde. Imaginez-vous. On ne peut pas s'imaginer la grosseur que ça a. C'est tellement infime. Et c'est comme ça que... Et moi, je prétends, évidemment, je ne peux pas le prouver, que quand deux particules syntriques, elles vont être animées d'une onde électromagnétique de 1 H. Et si j'ai 1 H, à ce moment-là, la distance maximum où je peux les éloigner l'une de l'autre est de 300 000 km. Avec ce que nous vivons dans notre monde. 300 000 km. J'ai donné l'exemple des mondes tout à l'heure. C'est sûr que si vous prenez ça, vous allez arriver à toutes sortes de longueurs pour l'onde électromagnétique. Mais moi, je dis que la longueur maximum de l'onde électromagnétique est de 300 000 km. Et pour ça, il faut que le minimum d'énergie soit 1 H, la constante de Planck. Si vous étirez plus loin, il faudrait avoir des fractions de H. Ce qui est impossible. Parce que la physique quantique se manifeste par paquet d'énergie. Passer 300 000 km, il ne peut pas y avoir de fraction d'énergie. Il ne peut pas avoir de fraction de H, c'est impossible. Et c'est sûr que la physique quantique, ça marche par bon. Hein? 1 H, 2 H, 3 H, 4 H. C'est pas 1 H, 1 H.1, 1 H.2, 1 H.3. Ça ne marche pas comme ça, ça marche par saut quantique. Ça marche par... Vous additionnez des H, ça vous donne l'amplitude. À ce moment-là, votre amplitude maximum, si vous avez un lambda de 300 000 km, E est égal à 1 H. 1 cycle par seconde est égal à 1 H. Si vous avez un lambda de 150 000 km, vous allez avoir 2 H. Plus je vais compresser l'onde électromagnétique, plus l'amplitude va devenir grande. Et c'est pour ça, c'est des choses qui ne sont pas accessibles actuellement. C'est trop petit. Là. Mais peut-être que dans, je sais pas, 50 ou 100 ans, les physiciens vont trouver le moyen de contrôler ça ou de voir ce qui se passe réellement. Là. Mais moi, c'est comme ça que je vois la physique quantique. Et le phénomène de l'intrication ne peut pas dépasser 300 000 km. Sans quoi, là, c'est sûr que si vous prenez les deux particules, moi je me base sur De Broglie, et il y en a qui a parlé de Bohm tantôt, là, il y a un livre, j'ai vu un commentaire, là, David Bohm, ça c'est un physicien très très éminent, là.
que lui était un peu dans la mentalité d'Albert Einstein et de Broglie. Mais que voulez-vous, ces physiciens-là sont des personnages très, très importants. Et pour contredire la physique quantique, comme elle était vue à leur époque, c'est assez difficile. Je pense que Bohm était un professeur je pense qu'il était à Cambridge, à Londres. Là. Il enseignait un peu partout dans les universités. Et lui, il voyait un peu la physique quantique comme Albert Einstein, mais pas tout à fait comme lui. Parce que lui, il y avait beaucoup de, je dirais, un genre de spiritualité, là. Pas au point de vue, là, comme de l'au-delà, là, mais il croyait que tout était c'était ordonné, là, de façon un peu, je dirais, spirituelle dans l'univers. Et c'est un grand physicien, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'il était un peu en dehors de... Ça, c'est un très grand physicien qui existait, là. Mais il est moins connu que les autres parce que il était un petit peu en dehors de la façon de voir les choses là, des physiciens de son époque. Là. Je sais qu'il sait. Il visitait Albert Einstein. Et je pense qu'il était assez ami avec Albert Einstein. Donc, on peut présumer que la façon d'Albert Einstein et de Bohm de voir la physique quantique avait une certaine affinité. Et moi, je mets ce principe-là en admettant au départ que la physique quantique est locale. Elle n'est pas non locale. Si vous discutez de la physique quantique qui est non locale, à ce moment-là, c'est complètement différent, là, parce que c'est une autre méthode de pensée. Et c'est pourquoi la physique quantique est tellement intéressante. On peut... il y a de très grands physiciens qui vont émettre des choses et qui étaient un peu, disons, à l'inverse, pas à l'inverse, mais un peu à côté là, de la pensée normale là, que la majorité des physiciens vont évoquer quand ils parlent de la physique quantique. Et en plus de ça, le problème de la physique quantique, c'est quelle que soit la façon dont on l'aborde, on dirait qu'elle a toujours raison. Ça, c'est sûr que moi, je vois la particule et je vois l'onde de Broglie, qui est une onde électromagnétique, mais les jeunes physiciens ne voient pas ça de même du tout, ils voient ça comme un tout, et que la particule n'est plus là, elle n'existe pas. C'est seulement que des champs. Mais quand vous abordez cette façon de voir les choses, il est évident que vous tombez dans le domaine abstrait. Et que, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais c'est difficile de ramener ça dans notre monde. Mais moi, j'ai appris que la particule de matière est un grain de matière et qu'elle est animée d'une onde depuis que De Broglie nous l'a dit. Et l'onde de De Broglie, moi je dis que quand deux particules se rencontrent, ils ne peuvent pas invoquer l'onde de matière. Il faut qu'ils émettent un onde électromagnétique. À ce moment-là, ils sont en constance, je dirais, communication l'une avec l'autre. Et pourquoi 300 000 km? Bien, c'est avec les lois que l'on connaît et que la vitesse de la lumière a été déterminée au-dessus il y a plus que 100 ans, que c'était 300 000 km par seconde. C'est sûr que si vous changez vos montres, à ce moment-là, celui que la seconde est plus longue, à ce moment-là, si vous gardez la même longueur pour le mètre, ben à ce moment-là, vous n'aurez pas la même distance quand vous allez calculer la vitesse. Et si la seconde est plus courte, si vous faites la même chose, vous n'aurez pas la même distance. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se cloche dans ça. La lumière qui nous vient du centre de l'atome, d'après moi, la distance qu'elle va parcourir ne peut pas changer. Parce qu'elle a toujours
la même vitesse. Et je ne sais pas si mon ami M. André Mézin va comprendre pourquoi je parle du 300 000 km. Il est évident que c'est une autre chose, ça, que vous ne verrez pas nulle part, là, que l'intrication quantique, la distance maximum peut être de 300 000 km, mais c'est sûr que si vous invoquez un paquet d'ondes qui est là-dedans quand elle se touche, à ce moment-là, ils vont vous en aller à l'autre bout de l'univers. Hein. Ça, c'est bien définitif, parce qu'il y a un paquet d'ondes qui est là-dedans. Fait qu'à ce moment-là, ils vont toujours se remplacer, puis plus vous allez aller loin, plus ils vont. Mais moi, si je prends une onde, comme Schrödinger a fait pour son équation, à ce moment-là, j'en ai pas 50, j'en ai seulement qu'une, avec laquelle la particule peut s'interrelier l'une avec l'autre, et les deux particules, la distance maximum qui pourront être intriquées, est de 300 000 km. Plus loin que ça, si vous dépassez ça, à ce moment-là, les particules vont se désintriquer automatiquement, parce que l'onde électromagnétique ne pourra pas générer une constante moins que H. Il ne pourra pas avoir de 3/4 de H, ou d'un 7 huitième de H, ou 9 huitièmes de H, ou 1/3 de H, quoi est-ce que vous voulez, pour finalement arriver à zéro, là, dans la question de l'énergie de l'onde électromagnétique, ça se peut pas. Hein, le minimum, c'est Planck qui nous l'a dit, c'est H. Et si vous dépassez cette distance de 300 000 km, qui est la vitesse de la lumière parcourt en 1 seconde, comme ma montre fait ici, là, et qu'elle est dans notre temps, là, à nous autres, là, à ce moment-là, si votre montre, les secondes ne sont pas pareilles, mais à ce moment-là, vous êtes obligé de les ramener. Soit que je les ramène au référentiel de celui que la seconde est plus longue, ou soit que je les ramène au référentiel de celui que la seconde est plus courte. Et à ce moment-là, vous allez avoir trois montres divisées en 90 000 parties pour la journée. Et à ce moment-là, si vous multipliez 90 000 par, mettons, la longueur du mètre que l'on ne change pas, vous allez avoir plus que 300 000 km. Et si vous prenez les 3 montres dont le temps s'étire, et si vous ne corrigez pas la longueur du mètre, le temps va être plus long. Donc, la distance va être moins courte. Va être plus courte que 300 000 km. Si vous ramenez le mètre en équipalant avec la seconde qu'il y a sur votre montre, vous allez toujours arriver au même chiffre pour la vitesse de la lumière, là. Ça va être 300 000 km par seconde. Et j'espère, M. Mézin, que ceci vous fera comprendre un peu mieux la façon dont je vois le phénomène de l'intrication quantique. Et ça, l'avenir va nous le dire. Mais comme je dis souvent, moi, ça va faire longtemps que les autres me feront plus mal. Parce que ça prend énormément de temps à être capable d'absorber, disons, les vues de la physique quantique quand elles sont exactes, évidemment. Là. Hein? Parce que les éminents comme physiciens comme Louis de Broglie a été mis de côté, lui, à partir de quand je divague un peu, là, mais quand Bohr a pris le plancher, on connaît Bohr avec son enthousiasme, puis il défonçait les portes, puis il fallait que ça marche par là. À ce moment-là, tout le monde s'est écrasé un peu, puis on a accepté la philosophie de Copenhague. Et même Albert Einstein s'est écrasé. Hein? Il a arrêté de s'assassiner avec Bohr, là, parce que lui, il ne voyait pas ça de cette façon-là. Là. Fait qu'il a abandonné parce que Bohr était... en tout cas, c'était un grand physicien. C'était un grand bonhomme de la mécanique quantique. Il tenait à ses idées mordicus. Il était un peu comme un joueur de football. Hein? C'est un gars apparemment qui était... C'est un gars qui était bien bâti, ça, Neil Bohr. Fait que quand il fonçait dans le tas, ôtez-vous de là. Et la physique quantique, c'est tellement intéressant, là. Il y a tellement de choses à découvrir là-dedans. Il y a tellement de questions à se poser. Le pourquoi des choses. Que l'étude de la physique quantique n'aura pas de fin. Hein, il va toujours arriver quelque chose
quelqu'un va trouver quelque chose pour faire avancer un peu la science, là. Mais c'est la base du système dans lequel on vit. C'est la base de l'univers. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.